Donc c'est la première partie, c'est les premiers chapitres de la première partie qui se passe en septembre 2010. Ensemble, nous le sommes avec Lisa depuis suffisamment longtemps pour nous permettre de ne pas l'être au sens où l'entendent les gens. D'aucuns diraient que nous formons un couple atypique. En existe-t-il d'autres sortes? Le soir où Lisa m'invite avec l'un de ses nouveaux collègues, je comprends qu'il est pour elle indubitablement plus qu'un collègue, et le dîner davantage qu'un simple repas, une véritable présentation. À la fin, alors que je la préviens de mon départ, elle m'assure que je peux rester et qu'il s'en ira si c'est ce que je souhaite. Je ne le souhaite pas et le lui dis. Je l'embrasse avec amour, ainsi qu'elle, je pense. À Truman Capote, à qui elle avoue avoir besoin d'une teinture alors qu'il la croyait une vraie blonde 100%, Marilyn Monroe rétorque « Je suis une vraie blonde, mais personne ne l'est naturellement comme ça. » Mes amis, spectateurs du couple que nous formons avec Lisa, ont tendance à penser que je ne suis pas jaloux. Je ne le suis pas, mais cette absence de jalousie, personne ne l'acquiert naturellement comme ça. Comme pour Marilyn, l'artifice vient en renfort de l'inné. Je ne me veux pas jaloux, donc m'efforce de ne pas l'être. Il me faut le secours de la raison pour réfréner les élans d'une émotion bien souvent à foyer multiple. Je suis envieux du collègue de Lisa, estimé digne d'être aimé, tout autant que de Lisa elle-même, car contrairement à moi, elle n'est pas seule ce soir, et de surcroît avec un garçon charmant, encore que pas tout à fait à mon goût, mais peut-être est-ce là aussi jalousie. Sur le premier point, je tente de me persuader de l'immuabilité de notre couple. Le souvenir du passé m'aide à envisager un futur en commun serein. Lisa et moi avons déjà eu des amours parallèles sans que cela entrave notre propre trajectoire. Je note néanmoins que la présentation en bonne et due forme de l'un d'eux n'a jamais été notre mode de fonctionnement. La vérité a ses adeptes, dont Lisa est depuis ce soir, moi pas. Même si je suis heureux de la confiance que m'accorde Lisa, je préfère de loin un mensonge bienveillant. Quant au second point, à savoir ma jalousie vis-à-vis de Lisa, bien accompagnée alors que je suis seul, il est autrement plus facile à gérer, appelle une décision sage et immédiate, aller dans un bar. Chemin faisant, je longe Beaubourg et repense à la conversation avec Lisa et son collègue à propos de la rétrospective controversée des photographies de Larry Clark dans un autre musée, celui d'art moderne de la ville de Paris. Contrairement à Lisa et moi, son collègue est favorable à l'interdiction de l'exposition aux moins de 18 ans par la mairie. Il nous expose les risques de conflits potentiels, rappelle un précédent à Bordeaux où la manifestation présumée innocent sur la représentation de l'enfance dans l'art contemporain fit scandale. Directeur du musée et commissaire de l'exposition furent traînés devant les tribunaux par une association catholique. Le grief, diffusion d'images pornographiques accessibles à des mineurs et parfois les mettant en scène. Aujourd'hui, en 2010, près de 10 ans après, l'affaire n'est toujours pas classée. La ville de Paris ne veut pas courir le même risque. Cette interdiction par anticipation, juste au cas où, est une victoire des puritains, un triomphe sans coup férir. Le musée d'art moderne a beau jeu de se vanter d'accueillir un artiste sans concession, alors que lui-même en fait une à la morale, et ce par pur zèle. À quoi bon présenter un artiste photographiant l'adolescence, si celle-ci ne peut bénéficier de son travail et du regard qu'on pose sur elle, une jeunesse qui sera uniquement accrochée au mur, pendue à des cimaises, et qui ne trouvera pas d'écho réel dans la salle. Voilà ce que Lisa et moi avançons de concert. Je suis profondément agacé par le puritanisme de son collègue, et peut-être davantage par le fait qu'il ne l'applique pas à lui-même ni à sa relation avec Lisa. Je pense à tout ça sous les yeux attentifs d'un éléphant, d'une sirène à l'anguille, de la vie et de la mort, etc. Bref, devant la fontaine Stravinsky. Je reste un instant seul vers le bar, au-dessus duquel une télévision diffuse un match de foot sans le son. Bien que pas le moins du monde intéressé, je ne peux m'empêcher de regarder à intervalles réguliers. Je comprends que l'une des deux équipes en jeu est celle de Montpellier et qu'elle a perdu. Ce nom de Montpellier ressuscite en moi des images oubliées. Une fête sur la plage de Villeneuve-les-Maglones, non loin de la ville, un soir d'été. Le bruit des vagues recouvre la musique, péniblement diffusée par un vieux radiocassette. Comme par magie, des bouteilles de bière sortent des sacs à dos. Certains garçons ont enlevé leurs t-shirts. Les filles portent de nombreux multicolores sur des débardeurs blancs. Tout le monde a ôté ses chaussures et s'ébat pieds nus sur la plage.
Nous regardons nos montres avec beaucoup d'appréhension, redoutant l'heure à laquelle les premiers parents commenceront à arriver, signe alors irréversible que la fête sera finie. Ce soir, elle semble ne jamais commencer jusqu'à ce qu'un garçon arrive et me plaise. La maladresse avec laquelle j'essaie de le draguer tourne en ma faveur. Elle lui agrée plus qu'elle ne le rebute. Il ne nous en faut pas plus pour que je le ramène chez moi. La jalousie n'occupe plus du tout mes pensées. Je ne sais pas son prénom, ni son numéro de téléphone lorsqu'il repart. Je me le reproche avant de me raviser. S'il avait envie de connaître mes coordonnées, il me les aurait demandées. Je suppose donc qu'il n'y tenait pas. Mais moi, y tenant un peu, je ne l'ai pas fait. On ne peut donc préjuger de rien, et manifestement pas de la volonté des gens au vu de leurs actes. Je me console néanmoins, car me dis-je, je pourrai toujours retourner dans ce bar, avec l'espoir qu'il en soit familier.